in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. 3. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Slam dunk! Tie game with 5 seconds remaining! He shot! What a perfect ending to a historic day. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 142 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi cette semaine, on retrouve tout d'abord Alan. Ça va Alan ? Salut Ben, salut tout le monde. Ça va super, c'est Noël, tout va bien. Il fait moche, c'est génial. C'est vrai, pas pour tout le monde. Et c'est ça, ouais, parce que chez lui, il ne fait pas moche. Est-ce que ça va, Tom ? Très bien. Je crois que c'est la première fois que je dis que ça va très bien dans ce podcast. Ouais, bah oui, forcément, ça va très bien. Tom qui a pris l'avion, voilà, c'est la YouTube monnaie, on peut se permettre de faire des voyages. C'est ça. Tom qui a la chance d'être retourné chez lui. Et en plus, Tom qui va, je pense, nous agrémenter de quelques chants de coq. Et ça, c'est magnifique. c'est ça. Ça, c'est vraiment, c'est authentique. On aime ça. Comme on vous l'avait promis cette semaine, et vous, déjà, je dois commencer par ça. Vous l'avez deviné, du coup, Pierre n'est pas là. On n'a pas réussi à réunir les Avengers. Pourtant, on a essayé, hein. C'est quoi, mais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à caler nos emplois du temps tous les trois. Donc, le coach nous a laissé quelques réponses pour vos questions. Donc, on va faire le maximum pour les relayer. Comme je l'ai dit, du coup, on va répondre à vos questions. Il y en a 30 cette année. Merci vraiment. Ça fait beaucoup. Donc, on a décidé de faire un podcast en 2 parties. On va essayer de pas faire 2 heures à chaque fois. On va essayer d'y arriver. Je ne promets rien, mais on devrait réussir à y arriver. Dans ce premier épisode, on devrait répondre à la première moitié, une grosse quinzaine et une autre grosse quinzaine dans l'autre. Comme d'habitude, hein, sachant que ces émissions de Noël, elles amènent souvent du monde, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, de suivre aussi sur les plateformes où vous écoutez des podcasts comme iTunes, Spotify, Podcast Addict. On est partout maintenant, donc il y a pas de raison de pas nous suivre. Et nous, on a du pain sur la planche, donc on va se retrouver juste après la pause pour répondre à vos questions. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Oublié de le préciser dans l'intro, mais l'ordre des questions, ça va être tout simplement un ordre chronologique de réception de vos questions, mis à part les quelques cas où un auditeur nous a posé plusieurs questions, mais un peu espacées dans le temps. Là, on a décidé de les réunir sous le même nom de cet auditeur. Avant de commencer aussi, je vais m'excuser d'avance. Si jamais j'écorche votre nom comme le professeur en début d'année, je m'excuse, mais c'est fort probable. On commence par une question de Julien Inissant sur Facebook. Alors, elle est assez longue, donc je vais commencer. Est-ce que vous pensez que les Warriors peuvent rester un contender sérieux si KD et Cousins partent ? Ce qui est très probable quand même, surtout pour ce dernier. Ils ont un banc qui n'est plus productif comme en 2015. Ils auront plus de poste 3 alors qu'on sait que c'est très important en NBA d'avoir un bon ailier. Et mine de rien, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Même si Curry et Klay n'ont jamais été aussi forts, je pense. Est-ce que vous donnez le max à Draymond ? Est-ce que vous pensez que ça serait vraiment la meilleure idée du monde ? J'en suis pas sûr personnellement. Heureusement qu'ils ont un bon GM parce que l'été s'annonce agité. Max de Draymond, départ possible, c'est une question assez riche. Alan, je vais te laisser commencer par le dossier qui t'inspire le plus. Le dossier qui m'inspire le plus, c'est KD. On va pas se mentir. C'est potentiellement le départ de KD. Bon, ça, on entend pas mal de choses sur KD qui partirait. Faut savoir qu'en fait, en termes contractuels, si on parle des contrats, il a une option. Alors, je pense pas qu'il va la prendre. Il a dit, voilà, je pense pas. Elle est à 31 millions, je crois. Je crois qu'elle est à 31 millions, l'option. Il va tester le marché. Moi, vraiment, je pense qu'il faut quand même pas, on peut s'affoler, mais comment la question est formulée, contender sérieux, quand on a Steph Curry, Klay Thompson qui, je pense, devrait signer Draymond pour encore l'an prochain et Steve Kerr, on reste un contender sérieux. Voilà. Je pense que si la question c'était est-ce qu'ils vont gagner le titre, c'est pas la même chose que de rester un contender sérieux. Donc je pense qu'ils seront dans les premiers rôles à l'ouest, et puis surtout ils auront potentiellement un peu de
d'argent à donner pour essayer de combler les brèches de leur effectif, parce qu'il faudra les combler vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient au minimum sur cette année, donc il faudra refaire un peu l'effectif, mais je fais confiance au front office, à Steve Kerr pour anticiper et tout ça. Voilà. Tom, même avis? Est-ce que les Warriors, si jamais Kevin Durant et DeMarcus Cousins venaient à partir, resteraient un contender sérieux? Je pense qu'il resterait contender, mais qu'il serait pas favori. Puisqu'en gros, si Kevin Durant part, tu as aucun moyen de les remplacer. T'as aucun moyen de le remplacer, puisque il y a personne globalement à l'aile que tu pourras aller chercher, vu que même si le salaire de Kevin Durant sort de ton salary cap, tu n'as pas de cap space pour pouvoir re-signer quelqu'un de niveau à peu près équivalent, même si je pense que ça n'existe pas à l'heure actuelle. Et je pense que non, puisque ce qui faisait la force de cette équipe à l'époque, quand on voyait leur slogan Strength is in number, enfin la force est dans le nombre, en fait on se rend compte que le roster a totalement basculé. C'est plus une équipe qui est entre guillemets drivée par ses meilleurs joueurs, et ensuite tu as que des joueurs soit au minimum vétérans, soit sur des petits contrats cheap. T'as pas vraiment de joueurs intermédiaires. Donc je pense s'ils arrivent s'ils perdent Kevin Durant, c'est une équipe qui sera plus favorite, puisque je pense pas que cette équipe-là peut battre LeBron James sans Kevin Durant. Je suis assez d'accord avec vous deux. Contender sérieux, oui. Si les deux partent, il le reste, parce qu'il y a quand même justement, non, il y a Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Après, je vous rejoins parfaitement. Peut-être pas le favori, mais il y a trop de puissance pour les effacer des tablettes. Revenons peut-être un petit peu plus sur le départ de KD, et aussi un peu à celui de Boogie, parce que vous me connaissez, j'ai toujours plein de théories. La première, c'est KD out, ça c'est ma théorie de l'année 2018-2019, la saison 2018-2019. KD en dehors des Warriors, enfin depuis juillet, c'est mon dada. Mais j'ai une deuxième théorie liée. Alors vous allez me dire que je deviens complètement fou, mais je commence à me dire que si jamais, et ça serait pas fou de penser ça, parce qu'il y a quand même eu pas mal de remous, on en parle moins, mais ces dernières semaines ça a été assez agité du côté de Golden State. Si jamais dans l'esprit de pas mal de joueurs et des dirigeants c'est acté que KD pourrait s'en aller, pourquoi pas essayer de convaincre Boogie de rester, en lui proposant un rôle d'espèce de lieutenant plus d'un Stephen Curry, et en se disant qu'il aura une implication offensive beaucoup plus importante. Ça sera compliqué parce que beaucoup d'équipes ont de l'argent cet été, mais on pourrait lui promettre de l'exposition et un rôle très important dans une équipe qui gagne. C'est pas quelque chose de fou, je pense, à imaginer. Contractuellement, je pense que ça va être très très difficile, puisque comme il a signé sur la taxpayer mid-level, en fait, pour le re-signer, soit tu peux pas le re-signer à plus de 15% de ce montant-là, à moins que tu aies du cap space. Et vu que visiblement ils auront pas de cap space, même s'ils perdent Kevin Durant, Boogie, je le vois pas jouer un an supplémentaire au niveau de la mid-level, quoi, à moins de 10 millions là. Ils auront pas de cap space, mais s'ils re-signent pas, si ils attendent avant de re-signer un Klay Thompson, ils en auront. Enfin, non, pas vraiment, puisqu'ils sont largement au-dessus de la luxury Kevin Durant qui sort des comptes. Ça fait moins Klay Thompson, ils auront juste Curry, Draymond et Iguodala. Oui, mais t'as le cap-hold de Klay. T'as le cap-hold de Klay, ça. Ah, c'est chiant de faire des épisodes avec Tom et sur le CBA, c'est pas marrant. Bon, alors Boogie est parti pour vous. Ah, c'est pas sûr, hein. Déjà, on l'a pas vu sur le terrain, donc faut peut-être attendre, mais ça pourrait être intriguant, ouais. Si contractuellement parlant, ils arrivent à trouver un tour de passe-passe pour que ça marche, franchement, tu pourrais convaincre Boogie, parce que vu le déclin de Draymond, Cousins pourrait être très vite dans le top 3 des options de l'équipe. Et surtout que, est-ce que tu re-signes Draymond après, qui est agent libre à l'été 2020, je crois. C'est la question, c'est la deuxième partie de la question de Julien dont on c'est pas encore arrêté dessus, c'est Draymond. Draymond a déjà dit cet été qu'il ne ferait pas de cadeau aux Warriors quant à son prochain contrat. Est-ce qu'on va lui donner le max? Pour vous donner juste un ordre d'idée, il sera agent libre à la fin de la saison 2020, comme l'a dit Alan, il aura eu 30 ans depuis quelques semaines. Ah, moi, je lui donne pas le max. Sur un contrat longue durée, je lui donne pas le max. Je peux lui donner sur en 1+1 peut-être. Ah bah, c'est ça dépend de la définition qu'on a du max. Enfin, pour moi, le max, ça correspond à 4 critères en gros. C'est le montant de la première annuité, la durée du contrat et le montant d'augmentation entre chaque année. Ah, du coup, c'est 3 critères. Le pourcentage d'augmentation entre chaque année. Donc pour moi, pour avoir un contrat max, ça doit répertorier ces 3 critères-là.
Et je pense pas qu'il aura les 3, donc pour moi, il aura pas un contrat max. Alors je vais aller contre vous, je pense qu'il peut l'avoir si Kevin Durant part. Parce que si Kevin Durant part et que Boogie ne reste pas non plus, je pense que la stratégie côté Warriors, ça peut être, on parie sur nos cadres qui sont là depuis des années et on essaie de trouver des renforts. On aura du mal vu notre situation salariale, mais on va parier sur les dernières années de Draymond, Curry et Clay. Donc tu peux faire ça et lui montrer ta confiance. Pour moi, c'est pas fou de faire ça. Mais après, faut savoir que Draymond, c'est quand même un joueur qui est undersized. On sait que les joueurs qui sont qui jouent à des positions où ils sont petits, ils vieillissent assez mal. On peut voir l'exemple, par exemple, d'un gars comme Paul Millsaps qui, il y a 3 ans, était All-NBA et qui là, même si, sur quelques séquences ou sur quelques matchs, il peut apporter du positif, mais il est loin d'être le joueur qu'il était. Il est souvent blessé. Le jeu offensif de Draymond est en train de chuter totalement. À titre d'exemple, il est à 51% à 2 points cette année. Il est dans le 27e percentile et il est à 19% à 3 points dans le 4e percentile. Donc, faut voir jusqu'à quel moment, en fait, le fait qu'il devienne un non-facteur offensif fera qu'il gardera quand même la même valeur défensive, même si en vieillissant, je pense que défensivement, il aura du mal, notamment sur les switches. Totalement. Juste pour préciser, je dis pas que c'est une bonne idée, je dis que ça pourrait être leur stratégie. C'est parce que différent. Parce que concrètement, si KD part, si Boogie part et qu'on doit re-signer Draymond en 2020, avant la saison, on fait quoi? On lui dit non, on te donne pas le max, on te laisse partir. Côté Warriors, on se retrouve avec Clay et Curry et rien d'autre autour. Moi, je pense qu'il pourrait les changer. Mais si tu les changes, je pense qu'il aura de la valeur. Il pourrait les changer, genre une équipe. Oui. T'as des équipes, tu vois, par exemple, on a fait l'épisode sur Miami la semaine dernière. Je pense que Miami, il serait pas contre d'avoir Draymond, tu vois. Non, pas forcément le max, mais l'équipe qui trade pour Draymond, elle va essayer de s'assurer quand même de pouvoir leur signer après. Et lui, s'il veut un max, il faut qu'elle trade en pensant qu'elle l'acquiert et qu'en plus après, potentiellement, il faut lui donner le max. Sinon, elle va pas donner... Pas forcément le max. La problématique qu'il y a avec le max aux Warriors, c'est que si Draymond est dans une All-NBA team ou si il est du défenseur de l'année, il est éligible au super max. Donc, en le transférant, tu enlèves la possibilité de devoir lui payer le super max. Après, ça peut être un contrat, par exemple, sur 4 ans, un peu à la Chris Paul, tu vois. Alan, là où je le rejoins, c'est que tu peux pas dire trader Draymond, espérer en avoir quelque chose si tu le trades vers une équipe où cette même équipe n'est même pas sûre de le conserver. Ils vont rien te donner. Ils ont quoi, mais ils ont rien à c'est quoi? Ouais, mais c'est quoi? Oui, mais c'est quoi si tu veux, mais c'est quoi c'est comment ils peuvent sortir de leur situation à part sur un joueur qui à cet âge-là, qui montre des déficiences chaque année et qui est un peu blessé et qui en plus a dit dans les médias, je ferai pas de cadeau en termes salarial. Il a dit je ferai pas de cadeau aux Warriors, mais je pense que il attend vraiment de passer à la banque avec ce qu'il a fait, avec là où il a été drafté peut-être et compagnie. Il attend un gros chèque. Surtout que c'est pas un pari à la Jimmy Butler. Là, c'est vraiment un pari sur un mec qui a jamais été franchise player, qui n'a même jamais été option numéro 2. Ça serait cher payé. Après, je comprends l'idée de le trader, ça peut être une idée. Mais moi, je me dis, si tu le trades dans l'idée d'éviter de lui donner un contrat que tu penses être mauvais, les autres équipes sont pas assez bêtes pour trader pour lui parce qu'ils savent parfaitement ce que tu penses. Les Pistons ont fait trade pour Blake Griffin. Non, mais c'est juste, faut jamais sous-estimer la bêtise dans certains front office, quoi. Il suffit qu'une équipe, en fait. Il suffit d'une équipe qui se sent en danger et puis elle essaye de faire un move, tu vois, pour essayer de conserver quelqu'un et tu vois, du coup, il ramène peut-être le nom de Draymond, même si le joueur n'est plus au même niveau qu'il était, mais peut-être d'avoir le nom, ça en ramène du cachet sur l'organisation, ou peut-être, tu vois, tout le côté entre guillemets intangible de ce qu'apporte Draymond, l'aspect compétitivité. C'est un joueur qui a joué à un très très haut niveau, c'est un joueur qui a un peu révolutionné le poste de pivot et la façon dont on voit le jeu aujourd'hui et le jeu des intérieurs plus globalement. Donc peut-être que ça peut séduire une équipe, en fait, le fait d'avoir juste Draymond dans l'équipe et pas forcément Draymond. Par rapport à la comparaison avec Blake Griffin, la grosse différence, c'est qu'il a jamais montré il a jamais été au niveau de Blake Griffin à son apogée. C'est là où tu peux te convaincre d'un Blake Griffin, même si nous on a été les premiers à critiquer le choix du côté de Détroit. Là où pour moi c'est très très difficile de se convaincre de ça côté autre équipe que les Warriors. On va peut-être conclure cette question.
Moi, j'avais juste noté un dernier petit point, je pense, pour juste revenir à cette idée de contender sérieux. J'avais marqué que ça dépend énormément, et ça revient à ce qu'on avait dit par rapport à KD, à sa puissance, c'est que ça dépend aussi énormément d'où va KD, si jamais il part. Parce que si KD va dans une équipe style New York, c'est un nom qui a un peu flotté, les Warriors seraient toujours contender et pas loin d'être parmi les 2-3 favoris. Si jamais il file aux Lakers, ils sont contender, mais ils s'éloignent du titre. Ouais, s'il va genre aux Lakers ou même Denver ou un truc comme ça, même si je n'y crois pas du tout. Mais s'il va dans l'une de ces deux places-là, ça va être plus difficile, je pense. Oui, dernière chose que j'avais noté, notamment par rapport à Kevin Durant, il y a quelque chose qu'on mentionne vraiment pas souvent quand on parle de ça, quand on veut refaire l'histoire et dire que, entre guillemets, que les Warriors n'ont pas besoin de Kevin Durant. Iguodala n'est plus le même, Livingston n'est plus non plus le même. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, parce qu'en fait, en playoff, ils arrivent quand même à avoir des résurgences. Mais attention, sur le long terme, je suis pas persuadé qu'ils aient le même apport cette saison. Surtout qu'Iguodala est encore sous contrat l'année d'après. Il est partiellement garanti. Donc je pense qu'ils peuvent... en fonction de ce qui se passe avec Durant, peut-être que lui aussi, il y a des choses... Ils vont essayer de faire quelque chose. C'est là où on rejoint Julien sur le fait que ça va être un été agité. Les Warriors que l'on va avoir dans un an risquent d'être plutôt différents de ceux qu'on a actuellement. On enchaîne par deux questions de Brandon sur Twitter, qui nous demande un petit point sur les équipes nationales qui pourraient titiller les USA façon Argentine dans l'avenir. Il nous propose le Canada, la Serbie, l'Australie, la Slovénie ou d'autres. Il nous explique que ça le rend curieux. Alan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette question? Je dirais le Canada. Le Canada parce que... Alors déjà, titiller les États-Unis, personne est dans leur classe, quoi. C'est ce qu'il faut dire d'emblée. Donc c'est important de mentionner titiller. L'Argentine, ils ont réussi à les battre. Bon, j'ai aucun souvenir de ça. J'étais été dans le berceau quasiment, mais c'était plus une anomalie, je pense, qu'autre chose. Une équipe du Team USA qui était un peu dans le creux, qui s'en foutait un peu. Mais je dirais le Canada parce qu'ils ont plein de bons jeunes joueurs, que chaque année à la draft il y a des Canadiens qui sortent en loterie, il va encore y en avoir l'année prochaine, va encore y en avoir dans les années qui suivent, et que dans les équipes de jeunes, le Canada a déjà réussi à embêter, voire battre les États-Unis. Donc je dirais vraiment le Canada. Après la Slovénie, sans manquer de respect à Goran Dragic, il y a vraiment plus que Doncic, parce que Dragic c'est un très bon joueur, mais il est blessé, il est plus sur la pente descendante. Ah oui, c'est vrai. Il a pris sa retraite surtout. J'avais oublié. Il est parti sur le titre, si je pense. Donc et puis après, non, vraiment plus juste le Canada. La France, pourquoi pas. Il y a aussi des bons jeunes qui sortent. On va avoir un joueur en loterie cette année. On en a eu un il y a 2 ans. On a pas mal de bons joueurs, mais plus le Canada. Pierre nous avait dit lui aussi le Canada, la France, voire l'Australie, et comme toi il t'avait rejoint sur le fait que la Slovénie il y a que Doncic. Tom, ton avis sur la question qui pourrait titiller les USA, même si on est tous d'accord pour dire que c'est un grand mot. Moi je dirais aussi le Canada et un peu la Serbie avec notamment Jokic. Mais en fait la grosse problématique que j'ai, c'est que dans la plupart des équipes, certes, quand tu regardes toutes les jeunes stars de la ligue, il n'y a pas vraiment un Américain qui se détache, mis à part peut-être Anthony Davis et Kyrie Irving, voire entre guillemets Devin Booker qui est un petit peu en dessous. Mais quand tu regardes les jeunes stars de la ligue, elles sont toutes étrangères. Donc quand tu regardes, t'as du Giannis, t'as Jokic, t'as Towns, t'as Embiid, Simmons et Porzingis aussi, on peut le rajouter. Mais en fait, le problème c'est que dans ces équipes-là, le deuxième meilleur joueur de l'équipe nationale est moins bon que le dernier joueur qui met le roster à Team USA. Non mais c'est pas drôle les gars, c'est vrai. Et ça, je pense que ça pose problème, parce que en termes de densité, ils pourront pas tenir. C'est un gros problème, je pense. Et vous voyez, on n'a même pas parlé de l'Espagne. Moi, par rapport à ça, il y a un truc qui me gêne par rapport au Canada et aux Australiens. C'est ok, il y a du talent, il y a des bonnes générations qui s'annoncent, mais c'est tous des produits du système américain. On a parlé de l'Argentine, on a parlé des équipes qui gênent les Américains. Tu gênes pas les Américains en jouant comme les Américains. Et le problème, c'est que ces jeunes-là, ils vont jouer comme les Américains. C'est vrai. Donc moi, j'ai énormément de mal à voir les Canadiens ou les Australiens leur faire du mal, parce que tu prends toute la génération canadienne, c'est tous des produits du système américain, pareil pour les Australiens. Donc
j'ai du mal à les voir les titiller parce qu'ils auront les mêmes problèmes que les USA. Ils auront des problèmes au niveau du jeu, s'adapter aux règles FIBA. Ils auront très rarement joué aussi sous les règles FIBA. Problème d'alchimie collective comme les USA. En fait, ils auront les mêmes problèmes, mais ils seront moins forts. Sauf Exum pour le cas, mais lui qui a pas eu l'envol qu'on espérait pour l'Australie. Exactement, ouais. Non, autrement, c'est très vrai. C'est très vrai. J'ai un peu de mal. Peut-être toujours une équipe européenne parce que c'est historiquement celles qui ont posé des problèmes avec l'Argentine j'allais dire au Brésil, n'importe quoi, aux États-Unis, mais je sais pas. Moi, je vois qu'en termes de talent, le Canada est très fort, mais en termes de ce qu'ils vont proposer sur le terrain, je suis pas super serein. Ça m'inquiète assez. Et en plus de ça, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Brandon nous a aussi demandé si on suivait attentivement d'autres sports et quels sont nos modèles sportifs, basket, hors basket. Alors on va commencer par Alan, du coup ça va durer 25 minutes. Qu'est-ce que tu suis en dehors? N'importe quoi. Beaucoup de football américain, baseball aussi et un peu foot parce que dans ma famille c'est une famille de malades de foot. Donc il y a toujours du foot à la télé, donc on est obligé de regarder du foot. Et voilà. Et modèles, allez-y, dites plutôt d'autres sports, on dirait les modèles après, non? Ouais. Tom, d'autres sports à part le foot, n'importe quoi, le basket, oula, début d'épisode difficile. Pas vraiment, en fait. Le foot un petit peu, mais de beaucoup plus loin qu'avant. Vu qu'avant, je faisais du foot, donc je le suivais ça de très très près. Et après, là, c'est plus la NBA qui a pris le dessus. Énormément de NBA. Un petit peu de vélo, mais vraiment très vite fait. Enfin, quand ça passe à la télé, je regarde un peu. J'aime bien aussi la moto et la Formule 1, même si je regarde pas tout le temps. Et sinon, j'aime bien le biathlon. C'est improbable, comme... Je t'avoue que j'aurais pas parié sur ce sport-là, Tom. Même moi, tu m'as surpris. C'est génial, le biathlon. Les mecs sont super forts. Skier. Ouais. Non, mais c'est génial. Enfin, c'est génial, tu vois, le niveau que tu dois avoir tu dois précision, garder assez d'énergie pour skier. Tu dois avoir la précision, tu dois avoir la concentration. Enfin, c'est génial. Moi, à peu près comme Alan, de la NFL, malheureusement, ce qui fait que je suis obligé de parler beaucoup avec Alan. Et du foot aussi. Un peu d'athlétisme, beaucoup moins, et un peu de tout après, je pense. Je pense qu'aussi, c'est aussi ça qu'il faut résumer, un peu de tout. Après, juste pour citer ce que nous a dit Pierre nous a dit le rugby, et ça me tue de même prononcer ce mot-là. Et en modèle sportif, grosse surprise, il nous a dit Russell Westbrook. Franchement. Je suis bouche bée. Je suis totalement étonné par cette réponse. C'est très étonnant. Niveau modèle sportif, moi j'en ai pas personnellement. C'est quoi un modèle sportif? C'est la question que j'allais poser. C'est quelqu'un Est-ce qu'on que c'est le admire genre que tu tends à être? Je sais pas. C'est un qui t'influe, parce que le modèle, c'est quelqu'un que tu essaies de reproduire, donc mon genre préféré de football américain, je vais pas le reproduire, parce que j'ai pas envie de me faire défoncer sur un terrain, mais... Non, je sais pas, c'est un peu... Après qu'on admire, il y en a, tu vois, mais c'est un peu délicat. Je sais pas. Toi, t'en as pas, toi? Non, j'en ai pas déjà. Enfin, j'en ai pas, j'ai pas de modèle sportif. Je vais pas donner la tarte à la crème Mohamed Ali comme un Carmelo, je sais pas quoi. Sachant qu'ils connaissent pas un quart de la carrière de Mohamed Ali. Donc, non. Enfin. Ouais. Non, je sais pas. Moi, je dirais peut-être Bolt. Par rapport, tu vois, la connexion entre guillemets Caraïbes et, ce qu'il a apporté, en fait, à la Caraïbe. Oui. Par rapport à ce qu'il a apporté, en fait, le rayonnement qu'il a apporté à l'international sur la Caraïbe. Moi, j'apprécie. Moi, je dirais Tom Brady pour le sur et hors terrain. Voilà, pas Kobe, non? Comment? Pas Kobe, non, pour le sur et hors terrain? Ah non, pas Kobe, non. Je vais essayer d'y réfléchir. Je donnerai peut-être ma réponse plus tard, mais je vais essayer d'y réfléchir parce que je pense pas de tête, j'en ai pas comme ça. On va enchaîner par une question sur Twitter d'Yves qui nous demande encore une année de plus pour Vince Carter. Vince Carter qui, pour info, joue aux Atlanta Hawks parce que même moi, j'ai eu du mal à me rappeler d'où il joue. Et il a débuté la saison titulaire en plus, le mec. Ouais. Ce qu'il faut encore une saison de plus pour Carter qui en a 42 maintenant. Bientôt 42 ans, putain. Il a vraiment 42 ans, le mec. C'est incroyable, hein, de jouer encore à ce niveau-là à 42 ans. Enfin, en NBA. Il y a pas énormément de place, hein. Il y a 400 places à peu près. C'est incroyable. Moi, je pense qu'il est important pour le vestiaire des Hawks. Il a peut-être été important même l'année dernière dans le vestiaire des Kings, on n'en parle pas, mais ça a l'air d'être un bon mentor pour les gamins. Donc après, j'ai toujours du mal à ces mecs qui continuent et
pour moi, ça ternit l'image qu'ils avaient, en fait. Genre, j'ai envie de me rappeler de lui, des joueurs quand ils étaient à leur prime et compagnie. J'ai pas envie de m'en rappeler quand ils sont role players et encore dans des équipes qui gagnent pas. Genre, c'est très pour ça. Même Nowitzki, c'est pareil. Pourquoi continuer, en fait? Juste pourquoi? L'amour du jeu, peut-être, les gars, ils aiment ça, en fait. En fait, parce que, tu vois, nous, on voit un peu la NBA et le basket comme leur boulot, mais peut-être qu'il y a des mecs qui sont vraiment passionnés de ça, et c'est ce qu'ils aiment faire. Ouais, je pense que pour continuer sa 42, il faut aimer. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Il faut aimer. Mais après, c'est ma vision à moi. Je pense que peut-être, pour moi, ça ternit un peu l'image genre, du joueur, ouais. Ouais, mais c'est bête, hein. Je pense que c'est bête, mais après, il pourrait continuer. Il s'entretient très très bien, hein, comme joueur. Surtout que Vince Carter, quand tu regardes bien sur l'ensemble de sa carrière, sur ses 20 ou 21 saisons, il a plus de saisons en tant que role player que vraiment en star, quoi. Ouais, parce que ça fait une dizaine d'années déjà qu'il est un peu role player, en gros. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, perso, je pense que c'est sa dernière saison. Enfin, c'est un gars qui commence à se diversifier, il commente des matchs de temps en temps. C'est un gars qui a lancé un podcast avec Ken Bazemore. Enfin voilà, il a des activités. J'ai pas l'impression que c'est un gars qui va faire le ring chaser non plus. Et je pense que c'est vraiment sa dernière saison, quoi. Je suis un peu plus dur que vous. Alors pour moi, en fait, j'ai marqué sur ma fiche que son seul highlight de la saison, c'est son futur podcast avec Ken Bazemore. C'est-à-dire que je comprends. Je comprends en fait l'amour du jeu totalement, je comprends tout ça, mais j'ai l'impression que je suis assez d'accord avec Alan, ça fait vraiment une fin assez moche, je trouve. Il est aux Hawks, alors certes Tom, tu l'as dit, il est en NBA, il y a peu de place, mais avoir une place aux Hawks actuellement, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de place dans d'autres rosters NBA. Alors certes, tous les mois, on a le tweet classique quand il claque un dunk, à 42 ans il peut claquer un dunk, ça c'est exceptionnel, ça je le nie pas, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, je sais pas, je trouve que ça ternit. Je suis assez d'accord avec ce que t'as dit, Alan, ça ternit à sa carrière. Pour moi, de toute façon, il aurait dû s'arrêter après Dallas. Donc c'est il y a 5 ans, en gros. Avant d'aller à Memphis. Parce que depuis Memphis, je dis ça en rigolant, hein, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que j'entends parler de Vince Carter juste pour ce tweet qu'on a toutes les 3 semaines. Ah, il s'est encore dunké, et puis voilà. Enfin, il y a rien d'autre vraiment intéressant à part ça. 41 ans et encore du jump. C'est ça. Après, je lui enlève pas. non. Physiquement, c'est incroyable, mais c'est peut-être, je pense qu'il est temps de raccrocher les sneakers. S'il est vraiment amoureux du jeu, qu'il allait en Chine gagner quelques millions de plus, claquer 2-3 dunks sur des plots, et puis voilà. Enfin, ça peut être une solution aussi. Ensuite, ou rien à rajouter, j'ai cassé l'ambiance, hein, mais... Non, rien à rajouter après ça, non. Question, oula, alors là ça va être compliqué à prononcer, question de LH5WDC sur Twitter. Que pensez-vous de l'attitude de Harden sur le terrain, flop à outrance, errement défensif? Et je vais commencer en lisant ce qu'a laissé Pierre. Ah oui. Je le cite. Ouais, là c'est pas mal, là. Là c'est croustillant. Cela devient ridicule, il est potentiellement l'un des joueurs les plus dominants depuis quelques années, mais son attitude, plus que ses errements, est risible. Il exploite toujours plus le système dans des contacts, fautes et moves litigieux. Donc bon, on peut deviner que Pierre est pas super fan, hein. Voilà, non. Je pense que c'est assez clair. T'en penses quoi, Alan, d'Harden sur le terrain? En fait, je pense que Harden, dans le système d'Anthony aux Rockets, ça a fait du Harden au carré, en gros, et donc ça a encore plus énervé les gens parce que c'est très très mécanique, ça va beaucoup chercher le 1 contre 1 et j'entendais ça dans un podcast de The Ringer la semaine passée où en gros il disait que voilà, c'était soit 1 contre 1 pour shooter, soit 1 contre 1 pour aller chercher des fautes et que c'était toujours la même chose. Je pense que plus le flop à outrance, les errements défensifs, ce qui énerve les gens avec l'attitude d'Harden, c'est plus qu'il râle avec les arbitres et qu'il va chercher beaucoup de fautes parce que c'est une de ses qualités, c'est sa qualité principale et c'est comme ça qu'il fait son beurre et son argent et il devrait pas changer parce qu'il arrive très très bien à le faire. Après c'est vrai que à regarder et à voir, c'est pas très beau, c'est souvent pas très beau, et puis les gens qui râlent un peu avec les arbitres, les Rockets râlent beaucoup avec les arbitres, donc c'est un problème. Après défensivement, errement défensif, ouais, ils en marquent plus que l'adversaire souvent, donc c'est pas trop un problème. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'on soit énervé et que ça saoule à un moment. Même moi l'année dernière, on en parlait souvent, le jeu des Rockets, je trouvais ça me heurtait, donc je peux comprendre. Ouais, je pense qu'il faut, je sais pas si t'es d'accord Tom, mais moi j'aurais tendance à
à séparer les flops à outrance et peut-être l'attitude offensive de l'attitude défensive. Parce que l'attitude défensive, je vois pas en quoi c'est pire qu'un LeBron Wall ou même mon ami Tyreke Evans. Alors toi, je vais te tailler un costard dans quelques semaines, ça va être pas mal. Qui sont pires limite en défense. Globalement, je trouve que c'est frustrant pour l'adversaire. Hein. Mais franchement, moi je trouve ça fascinant en fait son attitude. C'est un gars qui s'est développé un petit peu un personnage et qui en joue, puisque tu vois, notamment sur les moves offensifs, genre les espèces de step back ou des trucs comme ça, ou Non, par exemple les marchés step back plutôt. Oui, si tu veux, sauf que les marchés sont pas sifflés, donc le gars il profite des règles un peu, même pour l'histoire des fautes où par exemple à l'époque, il y a peut-être 3-4 ans où il était frustrant parce que il amorçait des drives les bras bas, et quand il arrivait dans la raquette, il levait les bras et à chaque fois il y avait le coup de sifflet. Mais tant que les arbitres sifflent, je vois pas pourquoi il devrait arrêter de faire ça, tu vois. Ça marche. Ah, il maximise, ouais. Il maximise, et c'est l'une des, justement, ça fait partie des choses pour lesquelles James Harden est aujourd'hui NBA l'un des joueurs les plus difficiles à défendre, en fait, puisque il y a des fautes tout le temps sur lui. Il arrive très bien à provoquer les fautes. Et moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est le fait que t'as l'impression ce sont des mouvements qui l'entraînent, en fait. Genre l'espèce de step back où il fait peut-être marcher sur certaines actions, mais des fois il fait pas marcher. Puisqu'il entraîne le truc, même l'histoire du moment, du timing avec lequel il attrape le ballon pour après lancer son double pas, par exemple. Ça, c'est des trucs, t'as l'impression que le mec travaille ça, en fait, ce sont pas des mouvements naturels. Donc, je pense qu'on peut lui donner un peu de crédit pour ça, même si c'est très frustrant quand tu joues contre James Harden. Et je pense que c'est un peu la même chose contre un gars comme Joel Embiid, qui provoque une tonne de fautes. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les Sixers beaucoup depuis le début de saison, mais Joel Embiid, dès qu'il a le ballon, en 1 contre 1, c'est faute ou panier ou perte de balle. Mais le plus souvent, c'est faute. Après, là où je suis moyennement d'accord, c'est que c'est légal, entre guillemets, la plupart des choses que met en place Embiid pour attirer les fautes. C'est très litigieux, souvent Harden, et en plus, je pense pas qu'on peut limiter ça à juste il est chiant à jouer. Il y a quand même 2-3 fois où oui, c'est indigeste à regarder, parce qu'il faut pas oublier que la NBA est surtout un produit. Enfin, faut aussi que ça soit sympa à regarder, et parfois avec Harden ça l'est moyennement. Et c'est vrai que je comprends un peu un peu comment l'a découpé Pierre, c'est que parfois c'est un peu limite. Après, je vous rejoins, je suis un peu entre les deux, c'est que c'est très efficace. Après, c'est un des meilleurs joueurs de la NBA en attaque, il est ultra dominant, c'est un attaquant absolument génial. C'est juste que des fois c'est un petit peu caricatural, et c'est regrettable, je pense. Parce que, on va juste citer son step back quand c'était le Jazz, ce step back à 5 points. Ouais, là on est vraiment, il y a profité des règles et abusé. Et là, je pense qu'on était plus près de l'abus que du profitage. Mais on va peut-être, tant que les arbitres sifflent, tant que les arbitres, c'est aux arbitres d'éduquer un peu jusqu'où tu peux aller, tu vois. Si par exemple un mec qui a l'habitude de faire des fautes, par exemple, si par exemple quand tu défends un mec, tant que t'arraches pas le bras, on siffle pas faute, tu vas continuer à arracher les bras. Oui, mais il y a une différence entre ça, je t'avoue, d'un point de vue strictement règle, ça passe, mais c'est pas de la morale, mais d'un point de vue esthétique, on peut se dire que c'est pas ouf. C'est pas joli du tout. C'est complètement indigeste. Ouais, totalement. On va peut-être finir cette partie par la première des questions de Riyad qui nous en a posé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On te remercie. On va peut-être commencer par celle-ci. Alors là, je vais vous griller la priorité parce qu'on parle du All-Star Game. Donc, c'est mon domaine. Connaissant votre intérêt pour le All-Star Game, alors je précise, connaissant l'intérêt des autres pour le All-Star Game, moi il est toujours intact, n'est-il pas temps de pimenter en faisant USA contre reste du monde, avec une NBA qui alors là je vais prendre ma grande respiration pour ne pas buter, s'internationalise, j'ai réussi. L'équipe du reste du monde serait dorénavant très compétitive, Doncic, Simmons, Murray, Antetokounmpo, Jokic, Embiid, Porzingis. Alors, je vais essayer de faire court parce que je vais pas partir en monologue quand on parle du All-Star Game, mais déjà l'année dernière, faut savoir qu'il y avait 4 joueurs étrangers au All-Star Game. Dragic qui était venu en remplacement, Giannis, Embiid, Porzingis. Alors, déjà se pose une question. On pourrait peut-être jouer un peu avec les règles, c'est-à-dire que les binationaux, même s'ils ont joué avec Team USA, on pourrait les mettre avec les restes du monde. Je pense à Kyrie. Certes, on pourrait aller sur ces terrains-là, mais je suis pas sûr que la NBA se risquerait à ça. Mon vrai problème, c'est que même si on a une belle génération, à l'heure actuelle, il n'y a pas assez
de talent dans le reste du monde pour créer une équipe. Je m'explique. On parle souvent de joueurs à l'Ouest qui seraient lésés parce qu'il y a trop de concurrence. Mais alors là, si on fait reste du monde contre Team USA, mais c'est même plus, enfin les Américains seraient même plus lésés. Il faut inventer un nouveau mot. Juste pour vous donner une idée, j'ai tenté d'en faire une cette année. Donc pour moi, il y a ceux qui seront au All-Star Game cette année j'ai peut-être oublié, hein, n'hésitez pas à me couper si j'ai oublié quelqu'un. Il y a ceux qui seront même dans l'All-Star Game le vrai. Embiid, Jokic, Giannis, Simmons. Ceux-là, ils sont, même dans le vrai. Il y a Porzingis qui serait une wildcard, il joue pas, mais il aurait pu peut-être y être s'il serait en bonne santé. Disons qu'on a 5. Ensuite, on a Gobert, Gasol, Adams, qui ne sont pas dans le vrai, mais c'est pas un scandale. Et ensuite, on fait quoi? Parce que là, à l'heure actuelle, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs. Il nous en manque 4. Et moi, je me suis dit que du coup, là, on passe sur du lunaire. On va être obligé d'amener qui? Murray, Mirotic, Siakam, Gallinari, Doncic. Enfin, ça nous en donne un de trop, mais enfin, sur les 5 derniers, moi, je peux pas du tout être d'accord avec cette solution-là, parce que Mirotic, je peux pas ramener... Ouais, enfin, tu peux pas aller ramener ces mecs-là au All-Star Game. Ouais, non, moi, je suis d'accord. À vous d'enchaîner. Non, moi, je suis d'accord, en fait. C'est une belle idée en fond, mais c'est pas réalisable, parce que il y a trop de joueurs américains, et puis ça, comme tu as dit, ça ferait des joueurs qui seront All-Star alors qu'ils devraient pas l'être, et qu'à l'inverse, des joueurs qui ne le sont pas alors qu'ils devraient l'être. Donc ouais, non, je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense pas que c'est comme ça qu'on pourrait pimenter, puis pimenter, ça voudrait dire pourrait peut-être y avoir une espèce de rivalité entre Américains et les autres, comme Ben, tu l'as dit, il y a pas mal de fois les joueurs, certains joueurs internationaux, ils ont grandi dans le système américain, ils ont été formés, donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une très grande rivalité. Il y en a plus peut-être avec des Européens, où à chaque draft peut-être on se dit c'est prospect européen, il y a peut-être des rivalités, mais avec les Simmons, Embiid, tout ça, je pense pas qu'il y en a trop. Et pourtant, c'est quasiment les meilleurs joueurs de l'équipe, si t'en fais une. Tom, ton avis? Non, je suis totalement d'accord avec vous. En fait, j'ai pas grand chose à rajouter à ce que vous avez dit. Enfin, je trouve que ça liserait trop d'Américains. Et en plus, il y a un total déséquilibre entre les arrières et les intérieurs, en fait. En plus, donc, du coup, tu te retrouves très vite avec des joueurs limites, quoi. Tu vois, là, t'as parlé de Jamal Murray. T'as combien de mecs qui sont dessus? Après, on sait pas dans le futur comment ça va évoluer, mais je pense que les Américains seraient vraiment trop lésés si on optait pour peut-être ça te fait 15 joueurs, quoi. Il y a Wiggins, ça te que 15 joueurs. Vous avez quand même oublié Wiggins. Ouais, j'en ai pris que 12 moi en plus. J'en ai pas pris 15. Ça prouve son état, je pense, plus qu'autre chose. Aussi, ouais. Aussi, mais le vrai problème, je pense, je l'ai pas marqué, mais je comptais pas en parler, mais bon, je pense qu'au niveau timing, pour l'instant, on se tient, donc je vais me permettre d'en parler. C'est que, alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, Tom, il y a beaucoup de stars qui émergent, qui ne sont pas américaines. Mais il y a un espèce de trou entre, il n'y a pas de classe moyenne, en fait, du joueur international en ce moment. C'est-à-dire qu'en gros, on a les Giannis, on a les Jokic, on a les Embiid, et ensuite on se retrouve avec on se retrouve avec les Murray, etc. On n'a pas de Kemba Walker, de je sais pas, de Kevin Love, on les a pas. Ouais, bon, après, t'as quand même des joueurs comme, enfin, quand ils sont en santé, par exemple, des gars comme Gallinari, je dirais peut-être Batum, tu vois, un peu dans cette veine-là, quoi, un peu dans la veine role player, entre guillemets. Role, faut voir la nouvelle, ouais, on va voir la nouvelle génération qui va émerger, là, ce que ça peut donner, c'est ce qu'elle pourrait donner sur le futur. Après, peut-être dans 20 ans, ça sera possible. Mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est pas possible à mettre en place. Juste à l'heure actuelle, c'est pas concevable. Surtout, on va peut-être aller 12 Américains, franchement, l'équipe, elle peut faire très peur, hein. Sérieusement. Si tu te poses et que tu prends les 12 meilleurs, tu vois, c'est limite là, dans un format comme ça, je suis pas sûr qu'un gars comme Lillard y soit. Ah non, je pense J'ai pensé directement à lui. Pareil, ouais, non, il y est pas. Mais je pense que même si tu prends Kyrie, il y est pas, hein. Un joueur comme. Ah, ben non. Tu vois, donc c'est pour ça, après, je me suis dit, on pourrait peut-être jouer avec les binationaux, tu vois. Kyrie a joué pour Team USA, mais techniquement, il est binational. Ouais, je pourrais le mettre du côté reste du monde. Mais après, c'est vraiment jouer sur le... Même Towns, ouais. Towns, il est pas américain, hein. Towns, il est pas américain. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je l'ai oublié. Mais bon, comme tu l'as dit, il y a un vrai déséquilibre, je veux dire.
Dans ceux que j'ai cités, si on retire le dernier groupe, on a Embiid intérieur, Jokic intérieur, Gobert intérieur, Gasol intérieur, Adams intérieur, la wildcard Porzingis qui a aussi un intérieur. Il y a un énorme déséquilibre. Donc c'est vrai que ça semble assez difficile à mettre en place. Dernière petite question vite fait avant de marquer une pause. Toujours Riyad qui nous demande une petite question what if. S'il y avait eu un concours de dunk regroupant ces dunkers au top de leur forme, lequel aurait été votre favori? Et là, il nous propose un quatuor de luxe. Jordan, Wilkins, Carter ou Zach LaVine. Je crois que je vais pas me faire des amis. Hein. Moi, je vais dire Zach LaVine. Moi aussi. Ah, vous êtes sérieux? Ah, je suis désolé. Attends, t'es fou, t'as pas vu? En fait, le mec passe des dunks de professionnels, en fait. Qui fait un rider, qui fait un windmill de la ligne de lancer franc? Non, mais là, j'aurais mis... On parle d'un mec qui a tapé... Vous allez me convaincre, ouais. On parle d'un mec qui a tapé un rider between the legs, quoi. Enfin, ouais, de la ligne de lancer. De la ligne des lancers. Enfin, je suis désolé. Les autres, j'ai beaucoup de respect pour les autres, hein. Ça va faire mal à tous les gens qui ont peut-être, je sais pas, plus de 30 ans. Mais LaVine, c'est un animal, hein, en cours de dunk. Ah, vous allez, ouais. En y repensant, j'avais marqué Carter, moi, sur ma fiche, mais vous allez peut-être me faire hésiter. En plus, il l'a fait deux fois, LaVine. Et les 2 fois, il sort des trucs, Mais le mec, je sais pas s'il y a un joueur qui a plus de dunk à 50 que lui. Sur si peu de concours, en plus, ouais. Ouais. Puisque même même la mort subite contre Aaron Gordon. Le mort subite contre Aaron Gordon, il tape que des dunks à 50, hein. Bah oui, parce qu'il est obligé, sinon il perd. Parce que Gordon tape, ouais. Non, mais... Ah, vous allez peut-être me convaincre. Ouais, vous avez peut-être raison. Ouh là là, oui, j'ai compris pourquoi vous avez prévenu que vous alliez vous attirer des ennemis. Ouais, parce que là, c'est horrible. Négliger Jordan, non, mais Carter. C'est que, ouais, mais le truc, c'est que tu vois, nous, on a un peu été élevés je pense, dans les trucs YouTube. Donc, tu vois, à l'époque, les dunks que tapait, alors oui, les concours de Vince Carter, tout ça, il y a les concours de Jordan, même de Wilkins qui sont exceptionnels, mais les dunks qu'a réussi à faire Zach LaVine, c'est des trucs de concours de dunk professionnels, hein. Ouais. Et le mec tape ça au premier essai, le mec tape ça au premier essai à chaque fois. Ouais, il y a de ça aussi. C'est vrai. Ouais, vous m'avez convaincu là-dessus. On va le donner à Zach LaVine. Et nous, du coup, on va marquer une petite pause. Pour une fois, c'est Noël en musique, à part pour ceux qui sont sur YouTube, on n'a pas envie de se faire striker. Et nous, on se retrouve juste après la pause. On se retrouve avec une question, je vois écrit le mot T-Mac, j'ai très peur des réactions d'Alan, donc je vais lui donner la question et fuir. S'il y avait une catégorie talent gâché, comment classeriez-vous ces joueurs? D-Rose, Brandon Roy, T-Mac, Grant Hill? C'est toujours une question de Riyad. Donc Alan, je te laisse l'honneur, commence. Alors déjà, il va falloir définir ce que c'est talent gâché. Merci. C'est important de définir. Mais moi, je dirais quand même que le plus gros talent gâché, c'est T-Mac, parce que... Les saisons prime de T-Mac, c'est des saisons que aucun des 3 autres joueurs là n'ont fait, tout simplement. C'est-à-dire que même si D-Rose est MVP, T-Mac, il a 2 ou 3 saisons qui sont statistiquement meilleures que D-Rose quand il est MVP et il n'avait pas l'équipe autour pour défensivement avoir le socle défensif qu'avait D-Rose avec Thibodeau. Il n'a pas profité de la première année de LeBron à Miami pour avoir un MVP qu'il a, parce qu'en fait l'équipe de Miami met 25 matchs à se mettre en place. Donc tous les 4 joueurs, c'est des joueurs qui auraient pu faire bien mieux, mais T-Mac en numéro 1. Après le reste, ça ne m'intéresse pas trop. Je suis totalement biaisé. Hein. Quand on aura la question qui est le plus objectif ou le moins objectif, je vous renverrai vers ce passage sans plus de choses à dire. Tom, spoil alert. Comment tu irais classer ces joueurs D-Rose, Brandon Roy, T-Mac et Grant Hill? Alors, sans faire preuve d'objectivité, je dirais Brandon Roy. Voilà. Donc c'est que moi. Non, mais c'est que moi, c'est joueur préféré. Mais j'ai bien précisé sans faire preuve d'objectivité. Mais en état objectif, je pense que je mettrais Grant Hill devant, puisque je pense que Grant Hill, s'il avait pas eu les soucis de blessure, je pense que ça aurait pu être LeBron avant LeBron, en fait. Puisque c'était un joueur qui était exceptionnel quand il était à Détroit, après il s'est blessé. Mais c'est un joueur qui était vraiment exceptionnel. Derrick Rose, je pense que le jeu, en fait, le changement de jeu l'aurait détruit à la manière de Carmelo Anthony, même si aujourd'hui il arrive à se réinventer et il arrive désormais à retourner au cercle. Je pense pas que c'est un joueur qui aurait je pense que c'est un joueur qui aurait subi de plein fouet l'évolution du jeu et qui aurait beaucoup plus de mal à s'adapter, donc je suis
pas persuadé en fait qu'il aurait été aussi énorme que Grant Hill. Bon, T-Mac, lui, il était déjà exceptionnel, donc je le mettrais peut-être en 2. Et en vrai, peut-être que Brandon Roy, ce serait le 4e, en faisant preuve d'objectivité. Mais sans faire preuve d'objectivité, je dirais Roy, juste pour mon plaisir. Faire plaisir, c'est Noël. Deux témoignages pas objectifs, la voix de l'objectivité. Non, je rigole. Je trouve que talent gâché, c'est un grand mot pour Derrick Rose et Tracy McGrady. Parce que en soi, alors ils ont peut-être été coupés dans leur lancer. Ils ont peut-être été coupés dans leur lancer, mais ils ont quand même eu la chance d'avoir 7 lancers. Et on a eu on a eu les flashs de ce qu'ils auraient pu être. Et pour moi, c'est encore plus le cas pour Derrick Rose, pour lequel je suis pas du tout d'accord avec le terme de talent gâché. C'est peut-être un destin triste, mais c'est pas talent gâché. Pour moi, en fait, talent gâché, c'est vraiment un joueur qui a jamais eu la chance de se montrer. Ouais, Derrick Rose l'a eu, ouais. Tracy McGrady l'a eu, Roy et Hill l'ont moins eu. Donc si je devais classer, je pense que j'irais sur du Hill, Roy, McGrady, Rose. Parce que Roy, je suis moins déçu de son talent gâché qu'un Grant Hill, parce que même si Grant Hill, c'est à une période où je regardais pas la NBA, comme l'a dit Tom, il y avait plus de potentiel que ce qu'on a pu voir dans un Brandon Roy. Donc je pense que j'aurais classé ça comme ça. Totalement, ouais. Parce que talent gâché, je trouve ça un peu... Derrick Rose, c'est un destin triste, pareil pour McGrady, mais talent gâché, c'est quand même des mecs qui ont eu des carrières NBA longues. Alors Grant Hill aussi, elle a été longue, mais on a eu la chance de voir ce qu'ils auraient pu donner. C'est pas le cas des deux autres. Ouais, puis j'avoue que quand t'es premier et deuxième au classement de MVP, c'est un peu dur de parler d'un talent gâché. Rose l'a gagné, T-Mac a été deuxième. C'est vrai que c'est un peu... En fait, c'est qu'on attendait beaucoup plus, mais bon, il y a pas mal de joueurs comme ça. Là, je suis d'accord avec ce que tu dis sur Hill, même si Hill, moi, je l'ai connu que en joueur de devoir, en gros. Je sais pas, c'était un joueur de rotation. Mais avant, quand tu lis les trucs sur lui, ouais, c'était très très fort. Brandon Roy, ça a été juste trop rapide en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. On va enchaîner. Juste dernier point, c'est ma propagande habituelle. C'est comme quand je lis souvent Dwight Howard talent gâché. Pour moi, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas. Talent gâché. Pour moi, talent gâché, c'est pas le joueur qui est pas arrivé où il devait être. Parce que ça, il y a très peu de joueurs qui réussissent cet exploit-là. C'est vrai. On va enchaîner par une autre question de Riyad. Si vous deviez vous réincarner en joueur NBA, quelle qualité aimeriez-vous avoir en priorité? Il propose gros shoot ou handle ou grosse défense ou vision de jeu. C'est une question sur laquelle Pierre s'est un peu enflammé parce qu'il nous a donné meneur avec vision de jeu et qualité athlétique. Je pense que ça fait 2 capacités, Pierre, ça. Je pense que c'est un peu beaucoup. Qu'est-ce que tu prends, toi, Alan? Moi, j'annonce, je prends le shoot à 3 points parce que je veux juste une carrière longue. Donc, donnez-moi un shoot à 3 poins et je me débrouille pour le reste. J'avais dit l'année passée que j'ai déjà le shoot en fait, sans trop me vanter. Ce gars. Je m'étais appelé Alan Crabbe, je me rappelle, l'année passée. Donc vu que j'ai besoin de capacité défensive en fait. Voilà, j'ai besoin de grosses défenses. Parce que le handle c'est bien sympa, mais vu que je shoot déjà, il me faut de la défense pour rester sur le terrain dans les minutes importantes de playoff. Voilà, je veux être un buffle. Voilà, j'en ai marre de me faire bencher parce que je suis un gruyère en défense. J'en ai vraiment marre. Au pire, tu peux jouer aux Suns, ça marche aussi. Tom, 4 victoires de suite. Ah oui, c'est vrai, ouais. À noter. Oui. Donc une contre Boston. Dernier, voilà, c'est ça. Voilà. Allez. On enchaîne, ouais. Je pense que tu veux qu'on enchaîne là. Très bien. Ouais. Non, moi je dirais le QI basket de Chris Paul. C'est pas n'importe lequel. J'avoue qu'on est sur du QI basket de qualité là. Tu vois, en 2 ans, on avait quand même la vitesse de John Wall et compagnie. Tu vois, nous on avait dit quoi? Allen Crabbe, tu vois. Faut rester honnête. Tu vois. Écoute, moi j'avais dit Quincy Pondexter, mec. C'est parce que c'est plus un Grizzly. Mais vous pensez vraiment avoir de longues carrières? Parce qu'avec Chris Paul, mais si t'as le physique de Nick Calates, ça va être un peu chaud, quoi. T'inquiète, tu peux jouer si t'as du QI basket. Franchement, si t'as ouais. Toi, tu prends le shoot, toi. Juste le shoot, moi. Il faut juste du shoot, les gars. Le reste, ça sert à rien. Shooter à 3 points, tu vois. Ouais, mais si t'as le shoot et t'es j'irais faire des 50 points en Chine. Ou t'es Troy Daniels. Tout autant, tu vois. Enfin... Je veux dire, au pire, je serais Kevin Werther, tu vois. Enfin, ça me plaît tout autant. Il shoot Kevin Werther.
Il shoot comme un Il malade. shoot, hein, lui. Et... Non, mais moi, je pense que je prends le shoot à 3 points. N'hésitez pas à nous dire, hein, mais je pense que je prends le shoot à 3 points parce que la grosse défense, je veux dire, pour devenir Michael Kidd-Gilchrist, on voit mon pauvre Michael, on voit où il en est actuellement, avec les blessures aussi. Je crois pas que ce soit vraiment utile. C'est vrai. T'es tellement traumatisé par tes prospects préférés que là tu prends le shoot direct. Le seul truc qu'ils ont pas. Totalement traumatisé. On va continuer. Quel est votre moment de basket inoubliable? Pour Riyad, c'est le saute-mouton de Carter sur Weiss. Pour Pierre, c'est Westbrook contre Denver. 42e triple-double, date de mon anniversaire. Je te remercie, Pierre. Deep shot. J'oublie toujours la date d'anniversaire de Pierre. Ça va me permettre de la noter quelque part. Faut juste que je retrouve la date du match. Merci, Pierre. Votre moment de basket inoubliable. Alan, est-ce que c'est LeBron quand il vient vous martyriser à 45 pions à Boston? T'es vraiment un gamin. T'as vu le ton? Mais c'est vrai, en plus. En fait, mon moment basket, si je compare avec d'autres sports, j'en ai des moins intenses, on va dire. Mais parce que 2008, c'est il y a trop longtemps. Je me souviens pas. Et puis, je me souviens, mais j'avais 12 ans. J'ai pas regardé en direct le titre. J'ai regardé le lendemain matin contre les Lakers. Mais en vrai, vous allez sûrement rire et ça va renforcer ta théorie sur Kylian Tatum. Mais les 45 secondes où Tatum il met un dunk sur LeBron et ensuite il met un 3 points et on passe devant, il reste 5 minutes. Possible. Ces 45 secondes là, c'est les plus intenses en basket que j'ai vécu ces dernières années. Et après c'est retombé très très vite. Parce qu'on s'est pris un 3 points de Jeff Green. Inoubliable. Mais ça peut pas être ton moment inoubliable, c'est pas possible. Non. C'est totalement improbable d'avoir Jeff Green dans son moment inoubliable. Des Super Bowls, des trucs comme ça, j'ai rien à la hauteur de basket inoubliable, tu vois. Genre. Ouais, en fait, t'as trop d'autres souvenirs dans d'autres sports, c'est ça. Voilà, c'est ça, tu vois. Après, il faut dire, là, toute la campagne des Celtics, là, Milwaukee, Bucks, ça faisait longtemps que j'avais pas vibré comme ça. Donc, on peut mettre ça. Mais j'ai pas rien à la hauteur de Super Bowl 49, Super Bowl 51 par exemple, ou la finale de la Coupe du Monde par exemple. Aussi, ouais, ça peut se comprendre. Tom? Moi je dirais The Shot par rapport à la propagande de certaines personnes de ma famille. Quand j'étais petit, c'est une vidéo qu'on me montrait souvent, The Shot de Michael Jordan en 88. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, bien malgré moi. 98, non? Ouais, c'est 98 pardon. J'ai dit 98. Pour le 6e titre. Ouais, c'est ça, 98. Donc c'est un peu le moment entre guillemets inoubliable où enfin tu vois toute la où je revois toute la séquence. Mais sinon dans l'histoire récente, je pense que le shoot de Curry. Ah ouais, okay. Lequel? Question. Le shoot de Curry contre OKC. Je pense que récemment, si je pense sur les 2-3 dernières années, ce sera le shoot de Curry contre OKC, même plus que le bloc de LeBron, puisque le shoot de Curry contre OKC, j'étais totalement choqué. Il est incroyable ça. Je l'ai dans mes mentions honorables moi. En numéro 1, et je veux pas prendre le même argument que les pros Jordan, mais je pense que ça va être très très difficile à dépasser. C'est le match 7 2016 final. Enfin pour moi, c'est toujours tout sport confondu, ça serait tout sport confondu, je pense que c'est dans le top 3. Et sinon en vrac, j'ai aussi ce que tu as cité Tom, le match de saison régulière à OKC qui est sans doute le plus gros match de saison régulière que j'ai vu moi. Enfin, il était incroyable. Et le LeBron à Boston que j'ai volontairement balancé à Alan il y a 3 minutes. Voilà, surtout parce que voilà, si on gagne le match, on sort LeBron quoi. Donc qui est en termes de je suis dos au mur, je réagis avec la pression, quitte à faire des petites images parce que LeBron c'est le roi de la manipulation médiatique. Pour faire cette image on voit avec ses yeux remplis de haine. Franchement, c'est très très haut. À voir ensuite. Mais oui, la finale, le match 7 2016 est très 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 haut. On enchaîne peut-être, après qu'Alan nous a dit que son plus beau souvenir c'était quand même un run de finale qui se finit à match 7 perdu chez lui, par une autre question de Riyad. Finale de conf. Finale de conf, ouais. Qui nous demande depuis 94 et David Robinson, aucun joueur n'a réussi l'exploit de réaliser un quadruple double. Dans une NBA où les stats s'enflamment toujours plus, pensez-vous qu'un joueur soit capable d'en faire un cette saison ou dans un futur proche? Si oui, lequel? Il nous propose
Giannis, Draymond Green, Lonzo Ball ou Russell Westbrook. Et d'ailleurs, Pierre nous a indiqué que Russell Westbrook s'en approche avec les interceptions depuis quelques matchs, mais qui donne toujours l'avantage à Draymond Green parce que c'est plus probable au niveau des contres. Avant de vous donner la parole, j'ai juste fait mes petites recherches. Je vais vous poser une question avant de répondre à la question. Faut savoir que j'ai cherché qui s'en est approché dans l'histoire récente. Alors, pour moi, s'en approcher, c'est avoir 8 minimum dans 4 catégories. Parce que pour moi, t'es plus proche quand t'es à 9, 9, 9, 9 que quand t'es à 12, 12, 11, 5. Ouais. Pour moi, je le vois comme ça. Il y a eu 6 exemples. Alors, il y en a un qui est malheureux, c'est Clyde Drexler en 96, qui avait réussi 25 points, 10 rebonds, 10 interceptions, 9 passes. Ah oui. Une passe près, il l'avait. Et je vous posais une petite question avant de répondre à celle de Riyad. Il y a un joueur actuellement qui a réussi un 9 points, 10 rebonds, 12 passes et 8 interceptions. C'est lequel? C'est le seul joueur actif à avoir, dans sa carrière, fait plus de 8 dans 4 catégories. Non. C'est pas Draymond? C'est pas Draymond. Parce que Draymond, il avait fait un triple-double avec 10 interceptions, je crois, de mémoire. Je sais pas du tout, non, je dirais Ben Simmons au hasard. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'étais assez surpris. Très surpris même. Blake Griffin? Non. Un 9, 10, 12 à 8 interceptions. Il en a c'est un gros intercepteur. Non. Beverly? Je peux pas vous donner l'équipe parce que si je vous donne l'équipe en 2015, vous allez très vite trouver. Mais, allez, je vais vous donner un petit indice. C'est un meneur, il est toujours à l'ouest. Ah, toujours à l'ouest. Je veux dire qu'il y était avant. Ah ouais. donc c'est pas celui que j'allais dire. Bon, allez, je vous le dis parce que je déteste quand on me fait des devinettes comme ça. C'est Ricky Rubio. Ah. 9 points, 10 rebonds, 12 passes, 8 interceptions en décembre 2015. Donc maintenant, pour revenir à la question de Riyad, qui pourrait s'approcher de ce fameux quadruple-double? Alan? Giannis. C'est simple, mais pas très original, mais je pense Giannis. Avec 10 comptes, genre? 10 comptes ou 10 interceptions, ça prouve quand même les qualités du bonhomme. Je sais pas. Ouais, 10 comptes, ouais. Bah, j'ai regardé, moi, historiquement, j'ai pris depuis le quadruple-double de David Robinson, les matchs à 10 interceptions sont largement plus rares que les matchs à 10 contres. Donc, on a le droit de penser que le mec qui va qui va réussir un quadruple-double, ça sera grâce au contre. Moi, j'aurais dit Ben Simmons. J'aurais dit Ben Simmons et une petite mention à Draymond Green puisque c'est le seul gars qui est encore en activité à avoir réalisé un triple-double sans les points. Ce qui avait été assez énorme, ouais. J'ai d'ailleurs été surpris de pas voir Draymond dans mes 8 partout, des 8 dans 4 catégories, mais je l'ai pas vu. Il est un peu, quand on descend un petit peu la barre, il y est, mais autrement, il y est pas. En fait, Draymond, il passe pas la barre des 8 pour rien. Dès qu'il est à 8, ok, le mec, ok. J'aime que Lonzo soit dans cette liste. J'aime Lonzo. Ouais. Ah, why not? Pourquoi pas? Aux interceptions, du coup. Mais il a fait, mais quand même, il est au milieu de 3 monstres, quoi. C'est ça qui est drôle. Moi, je le donnerais peut-être, c'est pas original non plus, mais peut-être à Anthony Davis, même s'il est 10 passes, ça serait dur. Mais moi, il a déjà fait 10 contre en plus. Ouais, parce que moi, je suis persuadé que tu le choperas ce record avec les contres. Enfin, t'iras rechercher un quadruple-double avec les interceptions. Parce que c'est un peu simplé de dire ça, mais c'est vrai. Si tu chopes autant d'interceptions, il y a très fort probabilité pour que tu sois un arrière. Va chercher les 10 rebonds si t'es un arrière. Bah tu peux, avec le 3 points, les rebonds sont plus loin, enfin ils sont plus éloignés du cercle, tu peux naviguer dans le trafic. Après techniquement, si tu chopes autant d'interceptions, c'est que t'es vraiment très au large. Enfin, tous les interceptions se passent pas au large, mais c'est quand même plus souvent le cas. Je sais pas. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, vous pensez que ça va se faire dans un futur proche? Moi, j'ai énormément de mal à le voir. Cette saison, je le vois pas, ça. Moi, je pense que c'est possible sur un match de fin de saison. T'as un mec qui s'en approche, il y a une équipe qui a plus rien à jouer, un peu comme quand Devin Booker a marqué ses 70 points, tu vois. Peut-être que c'est un truc qui peut se faire comme ça, dans ce style-là, tu vois. Alan? Non, je suis d'accord, ouais. Ça peut se faire. Ça peut se faire bien plus aujourd'hui que dans les années précédentes, quoi. Avec toutes les stats qui sont en hausse, voilà. Donc en inflation. Je vois pas, je suis comme toi, j'ai vraiment du mal à le croire, mais si ça doit se faire, ça puisse se faire dans cette ère moderne de la NBA. Je vois ça difficilement dans un match en jeu, par exemple. Ouais, ça me semble assez un problème. Bah déjà à vérifier, mais les matchs où les joueurs qui sont approchés de ça va pas souvent être dans des matchs au couteau de saison régulière, quoi.
Et juste pour vous donner les noms, les joueurs qui ont réussi des matchs à plus de 8 dans 4 catégories depuis le triple-double de David Robinson, on a donc Clyde Drexler en 96, Mookie Baylock en 98, Chris Webber en 99, Meta World Peace aka Ron Artest en 2002 et Andrei Kirilenko en 2006. Ouais, c'est une belle brochette de mettre polyvalent aussi, ça. Hein. Drexler est le seul à l'avoir raté à une unité. Tous les autres l'ont raté à 2. Donc voilà. Dernière question de Riyad pour le spécialiste CBA qui est Tom. C'est vrai qu'il me l'a prouvé il y a genre 45 minutes. Là, vas-y, je suis deck. J'avais prévu ma théorie des boogies. Je suis en dégoûté. Ne penses-tu pas qu'il faudrait instaurer un hard cap à l'instar de ce qui fait en NFL pour plus d'équité sportive et lisibilité pour le grand public? Peut-être expliquer rapidement avant de te donner la parole, Tom. On est actuellement dans un régime NBA de salary cap, mais où les équipes peuvent le dépasser. On vous le dit souvent, le salary cap, il est pas contraignant. Ce qui se passe en NFL, c'est qu'il y a une limite instaurée, elle est pas dépassable. C'est ce qui est en l'occurrence le hard cap. Tom, justement, est-ce que tu penses qu'il faudrait instaurer un hard cap en NBA? Non, je pense que ça serait une mauvaise idée puisque, globalement, les joueurs seraient trop lésés en fait par le système, puisqu'en fait, le fait de mettre un hard cap, c'est de limiter la taille du gâteau. Je vais prendre cet exemple-là. Quand tu mets un hard cap, tu limites le nombre d'argent que les propriétaires peuvent dépenser pour donner aux joueurs, et je pense que ce serait pas quelque chose de bien. Non, donc globalement, je pense que non, un hard cap, c'est pas forcément une bonne chose. Ok. Alan, qu'est-ce que tu veux en dire? Moi, je t'avoue que j'ai préparé un petit monologue sur la NFL, donc je sais pas si tu veux... Vas-y. Ok. Moi, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que si on prend l'exemple NFL, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Tom, déjà, les joueurs sont lésés, et c'est pas vraiment synonyme d'amélioration pour la NBA, c'est que si tu mets un hard cap, il faut modifier, je pense, toute la structuration des contrats NBA, parce que ce qui permet à la NFL de mettre un hard cap, c'est que la plupart des salaires sont pas garantis. C'est-à-dire que le premier contrat garanti qu'on a eu, il date de cet été. Avant ça, il y avait jamais eu un contrat totalement garanti, et qu'en plus, il y a une vraie flexibilité au niveau de la restructuration des contrats, ce qu'on n'a pas en NBA. Typiquement, un contrat NFL peut être totalement structuré, rechangé en bonus. Moi, je me suis mis à m'intéresser limite plus au salary cap NFL que NBA, parce qu'NFL, c'est des affaires d'apothicaire, quoi, pour économiser des millions par-ci par-là. Enfin, je vous parle, je suis fan de Baltimore. Baltimore, tous les ans, depuis que je les suis, ils ont un problème de cap et il faut libérer de l'argent. Et tu peux le faire assez facilement. En NBA, les contrats sont quasiment tous, même si on voit de plus en plus que des contrats pas 100% garantis, sont tous garantis, et la restructuration est beaucoup plus difficile. Donc si t'imposes un hard cap, les équipes, au bout d'un moment, elles auront pas les mécanismes pour s'en défaire. Donc ça va être ultra difficile à mettre en place. Et par rapport à un dernier point, au niveau de l'équité sportive, alors ça peut paraître totalement contraire ce que je vais dire, mais moi j'ai toujours pensé que le hard cap n'amène pas d'équité sportive, c'est l'inverse. Parce que le hard cap met encore plus de pression sur les front office, c'est-à-dire que t'as aucune marge de manœuvre, même si tu fais des erreurs, t'es obligé, t'as cette limite. C'est pour ça que pour moi, quand on prend souvent l'exemple NFL et que les fans NFL se pavanent sur le fait que c'est une ligue incertaine où il y a toujours des résultats inattendus, quand on prend ça proportionnellement au nombre de blessés, au turnover dans chaque équipe, je trouve pas que ça soit si fou que ça. Je veux dire, Alan est bien placé pour le dire, dans la conférence américaine, depuis 15 ans, il y a eu 5 équipes qui sont allées au Super Bowl? 5, 6? Pour moi, c'est pas, et en gros, la moitié du temps, les Patriots, je vois pas en quoi c'est plus équitable. Ça met tellement de pression sur ton front office qui est pas du tout, ne peut pas faire une erreur. Je crois pas que ça soit vraiment équitable. Ah non. Je laisse enchaîner Alan après ce long monologue. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. En plus, comme tu l'as dit, dès qu'on va pas dans le sens des joueurs qui, quand même, c'est leur métier, ça me pose un peu problème. Et donc, tous les problèmes de contrat non garantis que ça amène, c'est un peu en difficulté. Puis, comme tu l'as dit, ouais, la ligue, elle est incertaine en NFL, mais pas parce que c'est pas égal, juste parce qu'en fait, sur un match, tu peux perdre. Tandis qu'en NBA, c'est au milieu des 7 matchs. Et que à la fin, ça limite le chance de l'upset. Il y en a plus sur un match en NFL, mais... Non, je pense pas que c'est quelque chose qui est potentiellement faisable en NBA. Non, comme toi, je suis même pas sûr que ça va améliorer l'équité sportive. Et moi, je pense que ça affaiblirait le niveau de la ligue globalement, en fait. Aussi. Ouais. Je pense que ça affaiblirait certes, la ligue serait plus homogène, mais homogénéité n'est pas forcément synonyme de qualité.
C'est vrai. Et je suis même pas sûr sur l'homogénéité. Parce que comme je vous dis, quand on voit en NFL dans une ligue où les mecs se blessent souvent, t'arrives en semaine 17 en playoff, toutes les équipes ont 2-3 joueurs majeurs blessés, et que tu retrouves souvent les mêmes noms, et parce qu'ils ont au niveau des infrastructures, on a de la qualité, au niveau du front office de qualité, et que t'as des noms qui sont à la rue depuis 20 ans, je suis pas sûr qu'un hard cap qui met énormément de pression sur les front office soit vraiment bénéfique. Parce que, je vais finir là-dessus, il faut que je m'arrête. Pour moi, ça renvoie directement à la philosophie des deux ligues. La NFL, c'est une ligue de franchise, la NBA, c'est une ligue de joueurs. Ça change tout. Enfin, de là, totalement. T'as un hard cap parce que c'est les franchises qui ont la main en NFL, c'est les joueurs qui ont la main en NBA. Allez expliquer à Chris Paul, LeBron James, au syndicat des joueurs non, en fait, il y a un hard cap et ça, vous allez perdre de l'argent. Surtout pas Tom, Ouais, parce que Tom, spécialiste du salary cap, il y a combien d'équipes qui sont au-dessus du cap à l'heure actuelle? 10? Une grosse dizaine, je pense, de tête? Au-dessus du cap, il y a plus de la moitié de la ligue. Au-dessus de la ligue sur tax, il y en a une petite dizaine. Ouais, donc... Non, même pas une petite dizaine, elles doivent être 7, les équipes. De mémoire, je dirais, il y a Golden State, Houston, OKC, le Heat, les Wizards, Cleveland, Boston. Non, Cleveland, ils y sont pas. Non, ils y sont plus. Portland. Et Portland y est aussi. On félicite d'ailleurs les Wizards pour y être avec cette superbe équipe. Bravo les mecs. Et Miami aussi pour le coup. Et Miami aussi. On vous félicite. Non, donc je pense pas que le hard cap, pour moi c'est, et même au niveau de la lisibilité, je pense que c'est une question d'appréciation personnelle. Parce que je suis pas sûr qu'une ligue soit particulièrement lisible quand elle amène tout le temps des gens différents en finale. Je pense que ce qui fait aussi la force de la NBA, et je me contredis pas ce que j'ai dit il y a 5 minutes, parce que pour les deux conférences NFL, c'est un peu un exemple et un contre-exemple, une qui emmène souvent des gens différents au Super Bowl, une qui en emmène les mêmes depuis 15 ans, mais je suis pas sûr que ça soit très lisible pour un fan d'avoir tout le temps quelqu'un de différent, alors qu'en NBA, t'as mis quelqu'un dans le coma il y a 5 ans, il revient 5 ans après, alors certes les équipes ont changé, mais au niveau de la hiérarchie des joueurs, c'est en gros les mêmes. Il y a eu 2-3 émergences, mais c'est toujours LeBron James, Kevin Durant, Russell Westbrook, Stephen Curry, James Harden, les mecs là il y a 4 ans ils étaient déjà là. Puis surtout t'as pas le même nombre de joueurs dans un effectif, donc t'as limite plus besoin d'un hard cap en NFL parce que sous contrat t'as combien? 65 joueurs à peu près. Donc c'est pas du tout dans l'intérêt des joueurs, comme tu l'as dit. Les joueurs, on va pas aller voir Chris Paul et le syndicat, leur dire voilà, peut-être baisser un peu. Non, tu peux pas faire ça en NBA. Puis même en termes de droits télé, voilà, t'as plein d'autres problèmes qui font que c'est pas juste le fait de mettre une limite qui va pour moi améliorer l'équité sportive. Et je pense surtout qu'il y a une équité sportive en NBA, c'est juste qu'il y a les Warriors en fait. Mais on les a pas mentionnés, mais Toronto ils sont aussi. Et quand tu regardes globalement les équipes qui sont dans la Luxury Tax, que des favoris. Du coup, si tu imagine que tu mettrais ces équipes-là au cap, globalement leur niveau serait bien moindre en fait. Et je pense pas que ce soit la bonne équation pour le spectacle et pour la NBA. Totalement. Et dernier petit point, faut aussi savoir que ça arrange limite aussi les petites franchises, le salary cap, parce que c'est de l'argent l'argent est redistribué aussi. Enfin, l'argent, il y a des équipes, on pense à Charlotte, il y a pas mal de journalistes américains qui aiment rappeler que Charlotte, c'est une des équipes qui touche le plus l'argent de la ligue, parce qu'ils ont pas les résultats sportifs ni les rentrées d'argent. Je veux dire, un hard cap, c'est aussi de l'argent pour les autres en moins. Et puis, tu vois, par exemple, il y a, pour relever le point de Charlotte, comme tu as dit, Brian Windhorst, qui est un journaliste d'ESPN, a relevé le fait qu'en fait, notamment par exemple pour Kemba, comment les Hornets qui bénéficient du système du salary cap depuis des années et le fait de récupérer de l'argent de la ligue et des équipes qui paient la luxury tax depuis des années va justifier le fait de donner un contrat à plus de $100 millions à Kemba Walker. Ouais, tu peux pas dire que tu es en difficulté et donner plus de $100 millions à un mec. Ouais, totalement. On va peut-être conclure cette première partie, cet épisode 142, première partie par les 2 questions de Flavien, qui nous a demandé sur Twitter, cette année en playoff, vu la concurrence à l'Ouest, il pourrait y avoir des séries avec des upsets, oulala. Des obsèques. Et pas des obsèques. Encore plus fou que l'an dernier. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour moi, il faut se différencier upset en termes de tête de série et upset en termes de surprise. De qualité. C'est ça. Ouais. C'est ça, parce que les équipes sont tellement proches. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'upset? Moi, j'imagine, tu vois, mis à part, par exemple, les Warriors qui tombent, je vois pas vraiment d'upset à l'heure actuelle. Non, ça dépend.
Je pense que si une équipe comme OKC tape un gros bilan, finit deuxième et saute contre le septième qui serait les Kings, c'est un upset, tu vois. Ouais, les Kings, mais ouais, si c'est les Kings, ouais, c'est un upset. Mais genre si c'est par exemple si c'est les Lakers ou si c'est Portland, tu vois, c'est pas un si gros upset que ça, c'est pas vraiment un upset. Parce que la différence de niveau entre les deux équipes, c'est pas si énorme en fait. Si LeBron il se fait sortir au premier tour pour moi et qu'il est tête de série, c'est un upset. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, s'il a l'avantage du terrain, il se fait sortir. Ouais. Tu vois? Alors même si les bilans sont quasiment similaires, ça, pour moi, je trouverais que c'est un upset. Tu vois, si LeBron il est 4e, 3e et qu'il sort, comme tu as dit, contre Portland ou contre, je sais pas, Memphis, Denver, si jamais Denver baisse, pour moi, ce serait un upset. Ouais, c'est vrai. On peut peut-être faire une simulation à l'instant T. Par exemple, pour moi, les Nuggets sont à l'heure, on enregistre tête de série numéro 1, les Rockets 8. Si jamais les Rockets venaient à taper les Nuggets, alors stricto sensu, c'est un upset parce que c'est le 1 qui perd contre le 8, mais en termes de qualité d'équipe, c'est pas volé, quoi. Ça dépend, ça dépend de quel Rockets on parle, parce que quand tu regardes bien, les Rockets aujourd'hui, avec Harden tout seul sur le terrain, vu que là Chris Paul est blessé, avec Harden tout seul sur le terrain, ils ont juste un net rating de plus 4, c'est pas non plus énormissime, et quand il y a ni Chris Paul, ni Harden sur le terrain, ils ont un net rating de moins 18. Donc finalement, c'est pas une bonne équipe. Mais si tu leur donnes ceux qu'on a, les Rockets qu'on a entreaperçus entre la blessure de Chris Paul sur les 5-6 derniers matchs, c'est pas choquant que cette équipe-là batte les Nuggets. Ensuite, on aurait quoi? On aurait un OKC tête de série numéro 2 qui joue les Spurs. Là encore, OKC par favori assez largement, mais pour moi, c'est pas, enfin, je tombe pas de ma chaise s'il saute, ça serait quand même une surprise. Moi, je tomberais de ma chaise. Moi, je tombe de ma chaise, hein, puisque tu peux pas perdre contre une équipe qui est menée par DeRozan en playoff. Oh purée. Ok. Oh purée. Ça vous choquerait si... Moi, j'ai l'impression que c'est tellement homogène. J'avoue qu'il y a, à part le Warriors Clippers 3-6 à l'heure actuelle, mais tu vois, même 3-6 et 5-4, c'est pas scandaleux quand il y a des défaites. Ce qui est plus scandaleux, c'est quand par exemple il y a des sweeps entre 3-6 et 5-4, tu vois. Mais les 4-2, les 4-3, c'est pas scandaleux non plus, tu vois. Ouais, totalement. On va peut-être enchaîner par la dernière question de cette première partie. Ouh là là, je vois le mot Knicks. Alan est avec nous, j'ai très peur. Vous pensez quoi des stratégies? Je suis objectif. Ouais, peut-être. Vous pensez quoi des stratégies de certains gros marchés, Lakers surtout, un peu les Knicks vu les rumeurs, de baser leur reconstruction quasi uniquement sur la free agency? Je vais donner la parole à la raison Tom avant Alan. Vas-y Tom. Bah, je sais pas si c'est vrai en fait le fait qu'elle base cette stratégie-là uniquement sur les free agency, puisqu'en fait ce sont pas des équipes où il y a rien et en fait tu te dis ok, on va avoir le free agent et on va construire par rapport à là. Si par exemple LeBron il va aux Lakers, c'est bien parce qu'il y a le noyau de jeunes et que les Lakers ont su assainir les trucs. Après sur les 4 dernières années, enfin pas sur les 4 dernières années, mais enfin les 4 dernières années avant l'année d'avant par exemple, tu vois, c'est une équipe qui a drafté 4 ans dans le top 8, ils ont drafté 3 fois en deuxième position. Tu peux pas dire qu'ils basent tout en fait sur le fait sur la free agency. Après on sait que pour gagner un titre aujourd'hui dans la NBA, il faut absolument que tu aies un potentiel, enfin même pas un potentiel, il faut que tu aies un gars qui ait déjà au moins gagné le MVP. C'est ce que les statistiques montrent. En tout cas, la seule équipe qui n'a pas gagné de titre avec un joueur qui a déjà été MVP sont les Pistons. Donc c'est l'exception qui confirme la règle. Et enfin pour moi, tu prends moins de risques en allant chercher un gars qui a été MVP à la free agency qu'en allant drafter un mec sur lequel tu as aucune certitude pour qu'il devienne la superstar escomptée. Et après, vu que ce sont des marchés peu patients, on peut comprendre qu'ils basent plus leur marché sur la certitude en fait. Alan, je te laisse, vas-y. C'est une question compliquée parce que pour moi il y a un truc qui est important à dire, c'est que c'est des équipes. Alors Tom, t'as dit qu'elles ont drafté haut, mais est-ce qu'elles ont touché le gros lot dans ce qu'elles ont drafté dernièrement? Je suis pas sûr, à part Porzingis. Et encore, il est blessé. Donc, c'est un peu de facto qui se mettent sur la free agency en pensant en plus que c'est des gros marchés. Et donc, historiquement, ils ont pu attirer des grands joueurs parce que c'est le cas. Les Lakers, ils ont drafté qui? Lonzo, ok. Ingram, qui a du mal. Russell, ils l'ont plus. Et Randle, ils l'ont plus. Les Knicks, ils ont drafté Knox, ok. Nilikina, qui a du mal. Porzingis. Et entre les deux, ils n'avaient pas leur choix, je crois. Donc,
c'est un peu deux, parce qu'on parlait des 3 moyens d'acquérir une superstar, c'est draft, free agency, trade, mais en fait le trade, tu peux l'acquérir parce que tu as drafté bien et que tu peux inclure des joueurs dans les packages pour essayer d'aller chercher la superstar. Donc de facto, ils se remettent un peu sur la free agency, parce que les Lakers ont réussi à avoir LeBron, et donc les Knicks se disent peut-être on va pouvoir aussi nous avoir notre gros joueur, alors que pendant quelques temps la théorie des gros marchés, si elle en est une, n'était pas tellement d'actualité en quelque sorte. Les Knicks ils ont quand même réussi à attirer Amar'e Stoudemire et à avoir Carmelo, mais depuis ils sont un peu moqués par les superstars qui sont sur le marché, qui entrent sur le marché. Donc je pense que c'est un peu plus de facto que les Knicks vont sur cette construction quasiment sur la free agency. Les Lakers, ils ont eu la chance et l'opportunité d'avoir LeBron. Moi, là où je suis pas d'accord sur la question, c'est vraiment sur le quasi uniquement, en fait. Pour moi, c'est le mot qui fait la différence. Le quasi uniquement. On va dire que la free agency, c'est une option qui est fortement considérée, mais que, voilà, ce sont des équipes qui seront amenées à faire des trades, en fait. Ce sont des équipes qui sont flexibles. Mais j'ai pas l'impression, en fait, qu'ils se disent, bon, écoutez, tant qu'on a un effectif pourri, c'est pas grave. De toute façon, on va ramener quelqu'un. Alors moi je suis pas trop d'accord avec vous, enfin surtout sur un truc, c'est de rassembler Lakers et Knicks, parce que pour moi c'est pas vraiment la même chose. C'est pas pareil, ouais. Les Lakers, comme vous l'avez très bien dit, alors certes, ils basent beaucoup sur la free agency, mais ils ont drafté. Et il y avait un vrai plan derrière. Et il y a toujours un plan. Je veux dire, il n'y a pas eu non plus une révolution totale à l'arrivée de LeBron. Ils ont pas balancé tout le monde. Ils ont encore certains de leurs choix. J'ai l'impression, en fait, on dit souvent, vous parliez de la théorie pour amener une superstar, on dit souvent que, en fait, il te faut 3-4 pièces pour avoir une équipe qui vise le titre. J'ai l'impression que les Lakers, ils cherchent peut-être à en avoir 2 ou 3 sur les 4 via la free agency peut-être, mais il y a quand même une volonté aussi d'avoir ça via la draft. Ça soit Lonzo, Ingram, c'est des joueurs, la franchise a montré qu'elle comptait sur ces joueurs-là. Là où les Knicks, alors il y a peut-être Porzingis, mais les Knicks, depuis que je suis la NBA, l'objectif c'est d'amener la pièce A, B, C, D avec la free agency. C'est juste ça, et comme tu l'as dit Alan, il y a juste eu Stoudemire et Carmelo via un trade. Carmelo, c'est tout sauf une réussite, les deux là. Et en plus, pour moi, c'est là où c'est ridicule de faire ça côté Knicks, c'est que autant les Lakers peuvent te vendre ça. Parce que les Lakers, il y a 20 ans de succès quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais les 20 dernières années, c'est probablement avec les Spurs la franchise avec le plus de succès en NBA. Avec la période Shaq Kobe, puis maintenant ça va un peu revenir. Les Knicks, ils ont rien fait en fait sur 20 ans. Donc comment tu peux vendre ça en tant que destination free agency quand t'es dans une franchise dysfonctionnelle? J'ai un peu de mal à comprendre là-dessus. Et ils vendent du hors basket, les Knicks. Exactement. C'est sérieux, tout à fait vrai. Ils vendent que du hors basket. La ville, l'histoire, qui s'invente à moitié. Mais non, mais c'est vrai. Excusez-moi, les Knicks, c'est la deuxième franchise de New York au 21e siècle. Excusez-moi. C'est très très dur à dire, mais les Nets ont fait plus de choses. Les Nets ont fait plus de choses. Ben non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. Je suis désolé. On va dire les New Jersey Nets. Voilà, on va dire les New Jersey Nets, mais et en plus c'est bien d'avoir les Knicks à un bon niveau, mais tu peux pas te dire on va attirer une superstar parce que on est New York, genre ça marche pas. Pour moi, c'est vraiment ça le problème des Knicks. Alors Stoudemire y a été, ok. Carmelo, c'est parce que il avait vraiment envie d'y être et parce qu'il y avait quelque chose, peut-être une relation, mais après si là Kevin Durant y va, j'aurais l'air bête, mais on sait pas. Ouais, moi c'est vraiment ça, comme tu l'as dit, ouais, ils vendent du hors basket et c'est peut-être ça le problème. Parce que les Lakers aussi ont vendu de hors basket, mais à LeBron par exemple, mais il y avait aussi l'idée il y a des jeunes, au pire, si les jeunes ça marche pas, ça peut servir de monnaie d'échange. Les Knicks, à l'heure actuelle, après avoir, hein, parce que moi aussi, t'as raison Alan, je me méfie de cette espèce de fumée qui sort là, Kevin Durant à New York, ça m'intrigue. Comme l'année dernière avec LeBron, on n'a pas pris au sérieux. On va peut-être essayer de prendre au sérieux. Pas obligé de reprendre ce que je dis, mais vas-y. Non, mais le seul truc qui pourrait peut-être changer, c'est si les Knicks sont le premier choix de la draft. Parce que et qu'ils arrivent à avoir Zion. Là, ok, ça peut attirer des gens. Et ça peut les remettre un peu. Parce que pour l'instant, c'est plus des si que du réel avec les Knicks depuis pas mal de temps. Ok, je pense qu'on va conclure comme ça cette première partie de l'épisode numéro 142 spécial réponse de Noël. On a réussi à placer 14 questions.
on est plutôt pas mal. On a connu des fois où on était un petit peu plus mauvais. Pour les 16 prochaines, on se retrouve très vite. Tom, Alan, c'était un plaisir. On va pas faire de faux semblants. On enregistre tout d'un coup. Donc en fait, nous, on va se retrouver dans 10 minutes. Vous allez nous retrouver dans... Je sais pas quand je vais les sortir, mais probablement à 2 jours d'écart. On vous rappelle, comme d'habitude, de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Et je vais pas faire plus long. On se retrouve très vite pour la seconde partie. Salut. Salut. Salut.